Comment ça se fait que tu t'énerves alors que tu fais du yoga? Peut-être vous a-t-on déjà dit cela, en tout cas, on me l'a déjà dit. Comme si le simple fait de pratiquer le yoga immunisait instantanément contre les accès de colère. Comme si on pouvait avoir un comportement pour le moins douteux parce que, comme on fait du yoga, on ne va pas relever. Et que se passe-t-il si on se joue de nous, si on nous trompe? Que ferait un yogi? C'est les malheurs de Shakira qui nous inspirent ce nouvel épisode du podcast dans lequel j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés une fan de Shakira, mais aussi une formatrice en philo du yoga au sein des Teacher Training, notre chère Laura. Coucou Laura! Bonjour Isa, bonjour à tous et à toutes. Comment tu vas? Bien, très bien. J'essaye de me contenir, je vais rester, je vais essayer de rester calme pendant cette discussion qui va peut-être faire ressortir mon côté latino. Mais merci beaucoup de m'avoir invitée, merci d'avoir eu cette idée géniale. Ouais, c'est vrai que quand j'ai vu tout ça, je me suis dit: «Bon, déjà, il faut qu'on en parle, Laura et moi» et là, pour vous dire, on a juste échangé quoi? 5 petites minutes sur Shakira pour vraiment que je puisse garder la surprise et que vous puissiez aussi garder la surprise de ce que Laura va à nous indiquer, nous annoncer, toutes les surprises. On va tout décortiquer, ça va OK, être intéressant, je pense, enfin, j'espère. bon, en tout cas, vous passerez un bon moment. C'est un épisode spécial Saint-Valentin, il fallait qu'on parle de ça. Mais avant d'aller plus loin, on vous rappelle que ce podcast n'est pas sponsorisé, ni par Rolex d'ailleurs, ni par Casio, et qu'on va prendre un petit temps pour vous présenter la dernière offre sur nos programmes. Donc à l'occasion de la Saint-Valentin, on voulait fêter les 1 an de Yoga Mon Amour. Car entre le yoga et vous, et nous, c'est pour la vie. Et avec nous, on vous assure que personne ne va venir manger vos pots de confiture quand vous avez le dos tourné. Et pour vous prouver notre amour, on vous offre 25% de réduction pendant 48 heures. Donc aujourd'hui, 14 et 15 février, seulement pour que vous découvriez ce programme. Donc Yoga Mon Amour, Laura, qu'est-ce que c'est? Ah, yoga mon amour, c'est tout ce qu'il vous faut. Non, enfin, on va pas faire de la survente, mais c'est un programme qui est très chouette, Mmh. qu'on a fait pour le coup avec beaucoup d'amour et qui est vraiment un programme qui va prendre des pratiques, qui va vous proposer des pratiques de yoga à la carte, vraiment comme une trousse de secours SOS si jamais vous avez besoin de pratiquer sous telle ou telle condition, sans tapis ou juste debout avec le mur, etc. C'est aussi un programme où on a voulu mettre des capsules d'anatomie appliquées au yoga Mmh. sur différentes parties du corps parce qu'on a vu que voilà, sur notre pratique ou sur nos élèves, il y a des parties du corps en fait qui reviennent et on ne sait pas vraiment comment le corps marche, ce qui pour nous est essentiel, enfin comprendre, et c'est quelque chose que tu dis souvent, hein, l'anatomie et le fonctionnement de notre corps devraient faire partie du programme scolaire, donc Ouais. vraiment c'est des choses qui sont voilà, essentielles. On va pas vous faire un cours d'anatomie pour voilà, une formation de médecin, mais c'est juste l'essentiel pour que vous puissiez comprendre votre corps, tout simplement, et les pratiques du coup, tout ça, on va le transposer sur le tapis, on va le mettre sur des pratiques qui vont cibler une partie du corps. Vraiment ça, c'est des pratiques qui on l'a toujours dit comme ça met l'anatomie en mouvement. C'est-à-dire qu'on passe de la théorie à quelque chose qui vous permet de mieux intégrer aussi certaines notions parce que voilà, on est tous, un petit peu différents et parfois on a besoin de bouger pour comprendre des notions d'anatomie donc voilà, c'est un programme, je pense que c'est idéal pour un premier pas vers la pratique de yoga durable, vers une pratique de yoga qui finalement s'inscrit sur la durée et avec une visée d'autonomie. Complètement, complètement, c'est exactement ça. C'est dans une relation et c'est pour ça qu'on l'a appelé aussi Yoga Mon Amour et c'est sorti d'ailleurs le 14 février l'année dernière parce qu'on voudrait que la relation avec le yoga soit vraiment une affaire de toute la Ouais. vie. Donc oui, si vous avez des questions, ben, on est toujours là. Oui, c'est ça, faut vraiment pas hésiter. Mais on va revenir à nos moutons et on va revenir à l'épisode du jour. Donc dans cet épisode, on vous explique un petit peu ce que vous allez trouver. Déjà, on va découvrir comment la philosophie du yoga peut nous guider quand on est face notamment à des tromperies. Découvrir aussi si la philo bouddhiste, vous savez que Laura aime beaucoup ça, peut nous donner des pistes de réflexion, mais aussi on va voir que parfois exprimer sa colère, en fait ça peut faire du bien et ça peut être quelque chose d'assez sain. Donc tout un programme pour cet épisode un petit peu spécial, mais voilà, c'est assez, aussi d'utiliser des choses un petit peu légères pour parler de sujets un peu plus profonds et donc
Sur cette première partie, je pense que c'est important qu'on vous explique pourquoi Shakira nous a inspirés. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait, étonnée et je pense que tu as lu la même chose en tant que grande fan, Laura, c'est que Shakira, elle a été quand même très critiquée. C'est-à-dire, il y a beaucoup eu de critiques: «Mais pourquoi elle a fait ça? Elle se rabaisse» et cetera. Bon, bah, toi, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus et comment tu as ressenti ça? Parce que c'est vrai quand on aime des artistes, bah, parfois on peut se sentir touché par ce qui par ce qui leur arrive. Oui, oui, complètement. Et puis, honnêtement, bon, déjà, à part le fait qu'on vient plus ou moins de la même culture, enfin, Shakira est colombienne, moi je suis mexicaine, donc on est quand même en Amérique latine. Il y a un partage, on va dire, culturel qui est pas mal. Shakira a toujours vraiment été une artiste de cœur pour moi. C'est-à-dire que depuis, c'est ce que je te disais, depuis mon adolescence, je la suis, depuis Pies Descalzos, vraiment, c'est tout premier pas, j'étais là et j'adorais ce qu'elle faisait depuis le début. En fait, c'est vraiment une artiste que j'adore. Pour vous dire, je vais presque jamais au concert, mais Shakira fait partie de ces personnes pour qui je suis déjà allée à un concert et je connais toutes ses chansons par cœur. Et franchement, d'un côté, en fait, c'est un petit peu ce qu'on disait aussi avant. Je l'ai suivie et c'est vrai qu'elle a toujours été très intelligente. Elle a su s'adapter à l'époque. Mmh. Et, et, et ces dernières chansons qu'elle a sorties, vraiment, je l'ai pas énormément aimé. Donc moi, en tant que fan de Shakira, depuis le début, depuis ses débuts, quand j'ai écouté cette chanson, vraiment, j'étais un peu, enfin, limite, j'étais un peu en colère, en fait, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle s'est vendue? Et c'est quoi ce style? Et c'est quoi ses paroles? Les paroles, pour moi, elles n'étaient pas du tout intelligentes, comme d'autres textes qu'elle a fait, qui sont juste magnifiques, parce que Shakira, elle raconte toujours sa vie, ça, c'est pas nouveau. Toute sa vie, elle a raconté dans ses chansons, son histoire avec l'ancien, il me semble que c'était le fils de l'ex-président d'Argentine, qui était son premier manager, qui l'a trompé aussi. Ça avait un énorme écart d'âge dans l'autre sens cette fois-ci. Et on a suivi un petit peu aussi son histoire d'amour. Arrive un moment en fait où moi j'ai l'impression que dans cette relation avec mon artiste préféré, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans la même longueur d'onde. Et je me suis dit, mais si j'étais à la place de Shakira, j'aurais jamais fait ça. Il faut penser aux enfants. C'était un peu comme, bah voilà, tout le monde ici qui était un petit peu étonné, quoi. Il y a eu plein de TikToks parce que du coup ma sœur elle a un TikTok voilà beaucoup plus mexicain, plein de TikToks qu'elle m'a montré qui sont sortis en mode on veut la Shakira d'avant, mais qu'est-ce qui se passe, blablabla. Mais c'est vrai qu'après, comme toi, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de critiquer? Pourquoi on est en colère et qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais pas la seule. Il y a eu vraiment une grosse vague de commentaires critiques autour de cette chanson. Et c'est là où je trouve qu'on rentre aussi dans un dilemme de l'artiste versus son œuvre. Et est-ce que du coup l'œuvre c'est la même chose que l'artiste? Est-ce qu'on peut parler éthiquement en fait de la même chose? Parce que d'un côté on peut critiquer l'œuvre en tant que telle, est-ce que la chanson est bonne, etc. Et de l'autre, est-ce qu'on peut séparer aussi la vie de l'artiste de tout ce qui se passe en fait? Donc je sais pas déjà, est-ce que t'en penses? Mais non, mais je trouve que c'est hyper, pertinent et ce sujet-là, dissocier l'artiste de son œuvre, moi je pense que enfin, c'est tellement compliqué. Enfin, c'est limite parfois des questions d'éthique, hein. Enfin, vraiment, on est dans des moments où qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on soutient aussi? Qu'est-ce qu'on supporte? Mais moi, ma question, c'est est-ce que toi, tu penses qu'elle avait besoin de vider son sac? Après, c'est que des spéculations parce que voilà, on vit pas avec elle, malheureusement, pour toi. Ou est-ce que c'était une vengeance calculée? Enfin, je sais pas. Est-ce que moi, je me suis dit: «C'est peut-être un petit peu des 2». C'est-à-dire qu'à la fois, c'est peut-être qu'elle a besoin de vider son sac et à la fois, bah, c'est aussi une stratégie commerciale. Parce qu'il faut pas, on n'est pas dans un monde où on vit d'amour et d'eau fraîche. Enfin, voilà. En plus, je crois qu'elle a des difficultés avec, le fisc. Enfin, j'ai pas tout suivi, mais peut-être que non, mais peut-être qu'il y a des choses qui font que, bah, finalement, être dans un moment où nous, si on vivrait ça, bah, peut-être qu'on aurait besoin juste d'être enfermés sous notre couette et qu'on voit personne, mais peut-être qu'elle, en fait, elle peut juste pas se permettre, en fait, de vivre comme ça. Oui, oui, non, mais complètement. Mais je pense que comme tu dis, la vérité, c'est toujours, il faut toujours nuancer un petit peu plus les Mmh. choses parce que, donc effectivement, alors dans le aftermath, maintenant, il se trouve que cette affaire du fisc, c'est la faute de Piqué. Maintenant, Ah. Piqué, c'est vraiment l'ennemi numéro un de l'Amérique latine. Donc, tout est à la faute de Piqué. Bon, on sait pas, on n'est pas là, hein, Oui. mais je pense qu'effectivement, il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire que je pense que d'un côté, en tant qu'artiste, elle va écrire
ce qu'elle connaît, elle va Mmh. s'inspirer de ce qu'elle ressent, etc., ce qu'elle a toujours fait. Après, on peut plus ou moins bien faire les choses. Je te disais justement à côté, il y a eu Miley Cyrus qui est sorti son titre, qui est Ouais. un titre aussi qui parle beaucoup d'une relation qui apparemment n'était pas, du coup, pour le coup, je suis un petit peu moins au courant de tout ce qui s'est passé entre le Hemsworth et Miley Cyrus. Mais, mais cette chanson, pour le coup, elle est vraiment, moi, je trouve elle est très intéressante d'un point de vue artistique et beaucoup plus intelligente. Je pense que Shakira, c'est un petit peu des deux. D'un côté, elle s'est inspirée de ses émotions pour écrire cette œuvre, et de l'autre côté, elle sait très bien ce qui marche, et elle sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans une culture de punchline où en quelques secondes, il faut voilà, capter l'attention, et peut-être les titres sont repris sur TikTok, sur des plateformes voilà, que tout le monde connaît, et elle a fait un très bon travail. Enfin, de ce côté-là, si on analyse juste l'impact que sa chanson a eu d'un point de vue commercial, elle a fait très bien quelque chose, parce qu'elle a pas, Casio a parlé d'elle, Twingo a parlé d'elle. Enfin, Ouais. honnêtement, c'est une très très bonne campagne commerciale qu'elle a fait, qu'elle a créée. Mmh. On aime ou on n'aime pas. Là, pour le coup, je pense que c'est un petit peu plus. Et je pense qu'effectivement, ça lui a aidé. Enfin, elle reste humaine après tout. Je pense qu'effectivement, elle avait peut-être aussi besoin de vider son sac, et de même parler. C'est ce qu'on disait aussi, s'adresser à des personnes comme les journalistes, les médias, la télévision, qui ont fait de cette affaire aussi beaucoup d'argent. Parce que ça aussi, il faut le dire, hein, Ouais. c'est comme toutes ces célébrités qui sont constamment critiquées. Ils n'ont pas forcément toujours l'occasion de faire une réponse. Et, et je pense que c'était aussi ça. Hein. Enfin, je sais pas. J'aurais envie de penser que c'était aussi une réaction, une réponse de sa part à toutes les critiques et à toutes les histoires qui sont sorties dans les magazines, les médias, les journaux, etc. Mais après, tu sais, tout ce que tu viens de me dire, ça me fait enfin, tout ce que tu viens de nous dire, ça me fait penser à, un livre que je suis en train de lire, sur, tu sais, le storytelling, et en fait, c'est un mec qui explique, comment raconter des histoires, en fait. Il était champion, tu sais, il y a des espèces de petites compétitions où les gens vont, ils racontent des histoires, il faut que ça fasse rire, un petit peu comme des humoristes, en fait, si tu veux. Mais ils Ah, appellent plus génial! ça ouais, ouais, ouais. Il parle de quelque chose, il explique finalement que lui, c'est vrai qu'il lui est arrivé, enfin, comment dire? Je crois qu'il a pas beaucoup de chance, ce monsieur. Enfin, il lui arrive toujours des trucs, mais totalement extraordinaires, mais du genre, on n'a pas envie de les vivre. Du genre, il est tombé en arrêt cardiaque, il a été ranimé, tu vois? Des trucs comme ça, et son histoire est très drôle. Mais en fait, il dit au final, c'est pas ces histoires qui, captent le plus l'audience. Il dit: «Mais par contre, quand j'explique des choses de voilà, de ma vie qui sont au final très drôles», tu sais, le la magie du quotidien en fait, en quelque sorte. Il dit: «Bon bah là, finalement, j'ai un retour, beaucoup plus important au niveau de mon audience, et c'est vraiment ça qui l'a développé, c'est ça qui a fait qu'il a gagné, bah, tous ces petits concours, d'humoristes et cetera». Enfin ces petits concours, ces concours de d'humoristes, et en fait, pour une raison très simple, c'est-à-dire que ça parle aux gens. C'est-à-dire que si tu racontes des choses qui sont totalement, «Je suis allée dans l'espace», des ça inspire, ça tu as de l'admiration devant toi, mais c'est difficile pour les personnes de se dire: «Il est comme moi», et d'une certaine manière, on «aime» entre guillemets ce qui nous ressemble, ce à quoi on peut s'identifier, et peut-être que pour j'en sais rien, hein, mais je me dis finalement en parler comme elle en a parlé, je pense qu'on a toutes enfin, en tout cas, moi, je sais qu'en effet, artistiquement parlant, on peut en parler. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, ouais, il y a eu une histoire, avec un de mes ex, bah, ouais, j'aurais dit la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais complètement. Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est quand même quelque chose, enfin, qui n'a pas été trompé d'une façon ou d'une autre, ou qui n'a pas vécu une rupture amoureuse. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a choisi cet épisode spécial Saint-Valentin où on est en train de parler des cœurs brisés. Donc, c'est trop drôle. Mais en même temps, ça fait partie de la vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que parfois, l'amour, on nous le vend comme, bon ça, ce serait peut-être un autre épisode, mais tu sais, comme un long fleuve très tranquille. Alors qu'en fait, bah, dans toute histoire, en fait, il y a des heurts et il y a des tromperies, et je pense que malgré tout, ce qu'on vit avec une personne, à part si bien sûr la personne a été abusif, violent, et j'en passe, hein, mais souvent quand on a aimé une personne, ça ne partira jamais. Enfin cet amour, il restera là. Il a existé. On peut pas prendre une gomme et gommer ou enlever le souvenir. Donc je pense que
ça se termine en eau de boudin ou voilà, ça aurait pu mieux se terminer, mais à la fois, je pense qu'ils se sont aimés malgré tout et ça, je pense que l'amour, Oui. il a différentes formes. Non, mais complètement, mais ils ont eu des enfants, enfin Mmh. c'est je pense à il y a ma sœur, elle a écrit un livre, juste après sa rupture, sa grande rupture, d'il y a quelques années et c'est vrai qu'il y avait un passage que j'aimais beaucoup où elle parle avec, son thérapeute et son thérapeute lui explique qu'effectivement toutes ces expériences, il s'agit pas justement de les laisser partir parce qu'elles restent Mmh. dans la peau, en fait. Il y a des C'est ça. cicatrices qui restent. Patanjali les appellerait les samskaras aussi, les petites graines qui restent de toutes nos actions, parce qu'effectivement, on a mine de rien, on a partagé la vie avec quelqu'un d'autre et Mmh. on s'est construit aussi à travers autrui, à travers l'autre. Donc, oui. Mmh. Non, mais c'est vrai et du coup, moi, j'ai une question pour toi. Comment dire? Comment est-ce que la colère devrait être gérée en société? La formulation n'est pas bonne, mais c'est justement un petit peu provoquant parce que c'est vrai que quand on est en colère, tout de suite, on est jugé très fortement et tout de suite, c'est beaucoup plus, entre guillemets, «admirable» quelqu'un qui arrive à garder son calme et je pense aussi que la colère chez la femme n'est pas traitée de la même manière que la colère chez un homme. Oui, complètement et tu vois, c'est marrant parce qu'on parle de ça et tout et là, je suis à nouveau dans mon pays natal, qui est une culture qui n'est pas forcément, extrêmement différente de la culture française, mais quand même, il y a certaines choses qui parfois changent ou sont un petit peu plus exacerbées et typiquement, tu vois ici, un homme en colère, c'est tout à fait normal. Mon père, on l'appelle bombita, on l'appelle petite bombe, pour te dire, parce Oui, oui. que mais je pense que je l'avais déjà dit. Enfin, mon père, enfin, nous, on a été blacklistés dans des restos. Parce que mon père se met en colère parfois. Enfin, moi, je trouve que c'est un très mauvais calcul de sa part de se mettre en colère envers les personnes qui gèrent ta nourriture. Mais Ouh là, euh, Big Bang Theory, non? mais clairement ça. Mais c'est vrai que d'un point de vue, on va dire sociétal, si on voit un homme en colère, on va parfois applaudir. Parfois, c'est quelque chose qu'on va chercher. Mmh mh. Même, il y a des fois où je sais que lui, il va pas obtenir ce qu'il veut s'il se met pas en colère. Dans cette Oui, culture, c'est un petit peu comme ça. Par contre, une femme, effectivement, on va la traiter d'hystérique, de folle, exagérée, etc. Et donc, c'est vrai que dans ce sens-là, je trouve que c'est assez intéressant parce que nous, en tant que femme, on a beaucoup plus d'expérience avec la maîtrise des émotions. Pour cela, mmh. je vous renvoie, et on parle à nouveau de pop culture, donc je me permets, je vous renvoie à la série She-Hulk, une série sur Disney, de Marvel, qui traite énormément ces sujets, en fait. La vision, en fait, du Hulk, donc ce personnage qui, quand on se met en colère, il est ouvert et il est admiré de tous parce qu'il est très fort et « Ah, je suis Hulk et je vais tout détruire ». Et She-Hulk, elle qui a exactement la même chose, mais quand elle se met toute verte, elle est hyper critiquée par la société. Et d'ailleurs, on voit qu'à un moment, elle domine justement son pouvoir parce qu'elle a beaucoup d'expérience, parce que on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de exprimer nos émotions de la même façon ou à la même Intensité. amplitude Ouais, ouais. que Mmh. intensité que les hommes, parce que voilà, on va nous critiquer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi avec Shakira. Si un homme avait fait quelque chose de similaire, peut-être qu'il n'aurait pas été critiqué de la même façon. Après, je sais pas, après je pense qu'on vit aussi une transformation dans la société où voilà, où peut-être qu'un homme, peut-être s'il avait dit ce qu'elle avait dit, je sais pas si ça aurait été très bien pris non plus. Ça, Bah, je le sais truc, c'est pas. que je me dis, dans l'autre sens, tu vois, on parle aussi de la femme qui trompe. Et ça, c'est un petit peu, genre, un tabou. Enfin, pour ça, je vous renvoie à nouveau. Il y a Les Fabelmans, le film de l'histoire de Steven Spielberg, où justement, c'est la maman qui trompe son mari et non pas l'inverse. Mmh mh. Et on voit aussi les réactions sont assez intéressantes, hein. Ah bah, bien sûr. Non, Mettre non, mais la c'est sûr. femme, tu vois, un petit peu dans ce rôle, ça renvoie toujours chez la femme. Enfin bref, on va pas rentrer Oui. dans ces histoires de Non, mais attends, juste un dernier point là-dessus, parce que moi, il y a une critique qui m'a fortement choquée, enfin, qui m'a pas choquée, qui m'a interpellée et je voulais quand même en parler avec toi. Et là, c'est totalement inédit, on n'en a pas parlé avant. Je suis tombée sur une vidéo où le mec, disait qu'elle avait pas fait preuve de sororité envers oui, sa comment dire? Je sais pas comment on peut l'appeler. Enfin, oui, avec envers la la nouvelle fille femme, avec qui oui, voilà.
Avec la nouvelle femme de Piqué, enfin la fameuse 20 girl, enfin la fille de 20 ans, parce qu'elle est effectivement beaucoup plus jeune Mmh. que Shakira. Mais oui, oui, et ça aussi, non mais c'est des discussions. En fait, je trouve qu'on vit aussi dans une société qui est très réactive. Et tu vois, c'est Oui, marrant oui, parce oui. que quand tu parlais de la gestion de la colère en société, on est arrivé à un point où tout est tellement critiquable Mmh. que parfois ça va dans les extrêmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce d'effet de cocotte minute où on voit par exemple sur Internet les commentaires, Twitter, enfin les réseaux sociaux, ça devient très colérique très vite. Quand on Mmh. est derrière un écran, on sort un petit peu cet aspect de nous qu'on peut pas sortir en société parce que sinon on serait ultra critiqué. Bad Bunny aussi, il a jeté un portable, il a été, ça y est, maintenant il est banni de tout. Après tout, on reste humain aussi et je pense que parfois, on oublie ça. On Oui. oublie vraiment le côté, bah, en fait, on est tous humains. Tous, on va tous péter un câble un jour. Je veux dire, Mmh. même le plus zen des yogis, si on vit en société, et on comprend pourquoi, du coup, les gens partaient de la société, C'est ça. s'isoler, vivre dans la forêt, parce que c'est beaucoup plus facile d'être zen quand on vit isolé du monde, parce que quand on interagit avec les autres, bah, parfois, ça arrive de péter Oui, un câble. OK, en fait. Enfin, tout est une question de mesure et cetera. Mais juste un petit mot sur les réseaux ou enfin, pas que sur les réseaux, je pense dans la vie en général, je trouve que c'est ultra polarisé. C'est-à-dire que soit tu es pour, soit tu es contre. C'est ultra manichéen. On perd un petit peu du sens critique et je le vois, enfin, j'ai la chance du coup de reprendre des études, donc d'être avec des gens beaucoup plus jeunes et je trouve que c'est pas facile pour les gens qui ont 18-20 ans aujourd'hui, parce qu'en fait, ils arrivent à l'âge où normalement on développe notre esprit critique, dans un moment où en fait on les enfin je sais pas, je trouve que c'est quand même très enfin on les guide en fait vers, soit tu es pour, soit tu es contre, mais trouve pas un truc au milieu et je sais qu'on a eu des cours, d'éthique avec une femme qui était extraordinaire et elle nous propose une, comment dire? Un petit dilemme éthique et là tout de suite il y a un de mes camarades qui a donné une réponse. Elle lui dit: «Non mais là déjà, non, il faut prendre le temps, il faut réfléchir» et il y a pas en fait de réponse. J'attends justement pas de réponse et je me souviens, c'est ce elle avait dit quelque chose en me disant: «Ça va vous sembler horrible, on est en philosophie, bah, il y a pas de vrai ou de faux en fait». Je trouve que c'est super intéressant et du coup, peut-être qu'on peut là aller un peu plus dans le yoga. Vous inquiétez pas, la parenthèse pop culture se referme, mais elle reviendra peut-être. Donc selon toi, qu'est-ce que le yoga peut nous apporter et surtout qu'est-ce qu'il va nous dire des relations humaines, s'il parle des relations humaines dans la philosophie du yoga? On avait déjà un petit peu commencé à parler, mais c'est vrai que quand on voit, quand on parle du yoga, on va beaucoup parler justement de ces personnes qui partent, qui renoncent en Mmh. fait à la vie en Ouais. société. Parce que quand on parle de yoga, on parle d'une pratique de libération, ce qu'on appelle une moksha shastra. Le but du yoga, pour beaucoup dans le contexte historique, c'est d'atteindre justement la libération, de sortir de ce cycle de renaissance. Et pour ce faire, une des explications peut-être les plus naturelles, enfin une des solutions peut-être les plus naturelles serait de partir de la société pour ne plus générer du karma, pour ne plus et pour brûler tout le karma ou tout. Oula, je rentre dans beaucoup de notions que vous connaissez peut-être pas. Donc toutes les actions, on va dire karma, c'est pas du tout le Mmh. boomerang new agey qu'on nous vend, c'est Oui. plus les actions, tout ce qu'on fait, les paroles, les pensées et les actes. Et à partir du moment où on s'engage dans ces actions, il va y avoir forcément une réaction. C'est très physique, action-réaction. Dans l'histoire du yoga, l'idée, c'est de ne plus agir. Si on veut atteindre la libération, il faut donc ne plus agir. Et donc, pour cela, forcément, on part de la société. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une structure, une société. Si tout le monde part de la société, il n'y a plus de société. Mmh. Donc, une des solutions, ça va être de le faire peut-être à la fin de vie, mais une autre solution qui va être apportée par un texte phare des philosophies du yoga, qui est probablement mon texte préféré parce que justement, ça nous parle de ça, ça nous parle de la vie en société, c'est la Bhagavad Ouais, Gita. bien sûr. Mmh. Et la Bhagavad Gita va nous dire, tu peux atteindre la libération tout en restant en société. Mmh. Comment? En te libérant du résultat de tes actions. Ouais. L'idée, c'est effectivement d'apprendre à maîtriser son mental, d'atteindre cet état de silence, de calme intérieur, mais le but, c'est d'agir, continuer à agir, mais en se détachant de l'action, parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Shakira, j'espère qu'elle a fait ça.
Si on revient à cet exemple premier, j'espère qu'elle a écrit cette action et elle sait se détacher des résultats, des critiques qui lui arrivent. Parce que finalement, peut-être que ce qu'on pourrait appeler son dharma, son devoir, ou ce qui était un petit peu pour elle sa mission à ce moment-là, c'était peut-être d'agir et de sortir cette chanson. Maintenant, la vie que cette chanson aura, bah, ne lui appartient plus. Donc, Oui. je sais pas ce que t'en penses. Mais peut-être justement que, mettons, entre guillemets, «elle a fait une connerie». Enfin, désolée de parler crûment, mais mettons finalement elle a pas juste elle a réfléchi aux résultats, elle a vraiment enfin elle a été guidée par ça. Bah, peut-être que c'est une expérience et peut-être que c'est cette expérience qui lui permettra, la prochaine fois qu'elle est face à je lui souhaite vraiment pas de nouveau de vivre ça, mais voilà, qu'elle est face à une tromperie, parce que ça peut être dans plein de domaines différents, bah, peut-être que ça peut permettre aussi, je pense de réagir différemment. Peut-être que parfois on essaie entre guillemets, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait dans le podcast sur le perfectionnisme. Parfois on essaie d'avoir une attitude parfaite de réaction face aux événements, bah, peut-être que parfois la réaction entre guillemets «la plus parfaite», c'est la réaction imparfaite qui nous permet au fur et à mesure de comprendre. Oui, non, complètement. Et c'est ça qui est super intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on trompe Shakira, malheureusement pour elle. Et vraiment, j'ai du mal, tu vois, pour elle. C'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans cette situation. Et parfois, on a presque l'impression que, en fait, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire qu'elle n'apprend pas, qu'elle est un petit peu dans ce cercle où elle ne tire pas de leçons. Et c'est quelque chose qui peut arriver aussi, et c'est quelque chose d'ailleurs que nous disent les Yoga Sutras de Patanjali, où on rentre en fait dans un cycle où chaque action, pensée, parole ou acte, va laisser une empreinte déjà dans notre chitta, dans notre conscient psyché, et va générer des fruits. Et ces fruits vont générer des souffrances. Soit on va Mmh. vouloir répéter une expérience plaisante, soit on va vouloir s'éloigner d'une expérience déplaisante, ce qui est totalement logique. Nous, enfin, on va agir comme ça. Mais le truc, c'est que si on est si on est dans ce cycle, si on reste dans ce cycle, bah, on va faire que répéter justement les expériences plaisantes, on Mmh. va faire que éviter les expériences Mmh. déplaisantes et peut-être sans se rendre compte, on va devenir esclave justement de ce cercle de l'action. Et l'idée en fait, et c'est pour ça que les philosophies du yoga sont très intéressantes, c'est de nous dire arrêtons-nous quelques instants parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur euh, Mmh. dans notre monde intérieur qu'il va falloir calmer, apaiser et petit à petit les s'adresser. C'est aussi un petit peu le travail thérapeutique, Mmh. les s'adresser pour comprendre quels sont les mécanismes de notre mental et pour brûler petit à petit toutes les petites graines que toutes ces actions ont pu laisser dans notre monde intérieur et donc du coup qui nous font agir comme on agit. Mais donc c'est possible de se libérer de ce cycle? A priori, c'est possible. Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un a réussi à se libérer de toutes les actions, de toutes Mmh. les graines Je pense qu'à partir du moment où on est en société, c'est un petit peu compliqué. On peut comprendre à nouveau pourquoi les gens partent et Mmh. renoncent à la vie en société. Mais je pense, enfin, moi, là, pour le coup, je parle vraiment d'expérience propre, pour avoir pratiqué le yoga, pour avoir suivi, enfin, et je continue un travail thérapeutique. Oui, c'est possible en allant vers l'intérieur, parce que finalement, c'est vraiment le yoga, c'est aussi un chemin vers le soi. Quand on va vers l'intérieur et qu'on comprend mieux, on est de plus en plus capable, justement, de ramener à la surface tout ce qui n'était pas forcément en surface, et donc du coup de briser un petit peu ce cycle, ces mécanismes qui sont parfois automatiques. Mais après c'est l'avantage je pense, tu parlais du travail thérapeutique, du yoga, de toutes ces pratiques dites de pleine conscience et cetera. Souvent, je pense qu'elles sont à part les pratiques, thérapeutiques, d'aller voir un psy ou un professionnel et cetera, mais souvent le yoga ou le développement personnel, il y a beaucoup de red flags. C'est-à-dire, on va dire: «Attention, c'est pas faut faire attention» et je pense en effet que parfois, ça ne suffit absolument pas et ça, c'est évident. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt, enfin, je pense une chose hyper importante, c'est que ça permet, bah, d'observer et déjà se prendre ce temps, juste on appuie sur pause et on observe ce qui se passe. Alors, parfois, ça va être ultra inconfortable. Et peut-être que je me dis, ça peut être aussi le 1er pas pour s'ouvrir,
finalement, à un suivi thérapeutique qui parfois peut beaucoup plus remuer, aller beaucoup plus profondément et nous mettre face à des choses où certes on est accompagné, mais c'est quand même pas rien. Et d'avoir eu cette première expérience de la pause, de prendre son temps, je pense que déjà ça ça aide un petit peu. Complètement, complètement et je pense que c'est aussi pour ça que le yoga, sous la forme, qui est pratiquée aujourd'hui sur le tapis, est très révélatrice. Parce que sur le tapis de yoga, on va se confronter à de la colère, à de la frustration très Mmh. rapidement. Il y a certaines postures, simples ou pas, hein, parfois, rien que d'être en relaxation finale dans la posture, de Shavasana, la posture du cadavre, ça ça peut faire ressortir des choses et en fait là l'idée et tout le but du jeu c'est de rester spectateur de Mmh. tout ce qui remonte à la surface. Donc c'est là où c'est très intéressant de voir que même si on renonce pas à la société, sur notre tapis de yoga on va s'exiler quelques instants du tourbillon de la société pour pouvoir observer, pour pouvoir contempler ce qui se passe, ce qu'on a sur le corps, sur le mental, au niveau des émotions. Et là, je reviens sur la Bhagavad Gita. Une autre, un autre enseignement qui est précieux dans la Bhagavad Gita, c'est, on va nous parler justement de la voie de la connaissance. Et la voie de la connaissance consiste à savoir que, en fait, la seule réalité ou les deux seules choses qui sont réelles, c'est ce qu'on appelle l'Atman et le Brahman. Mmh. Ce sont deux essences qui sont universelles, qui ne meurent pas, qui ne naissent pas, qui n'agissent pas. Et en fait, quand on comprend ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comprend que tout le reste est éphémère. Mmh. Et comprendre cela revient à comprendre que nos émotions, nos pensées, nos sensations sont éphémères. This too shall pass. Que toutes Mmh. ces choses, bonnes ou mauvaises, hein, ça va passer. Et peut-être qu'au fond, il y a quelque chose qui reste immuable, éternel, qui ne périt pas. Mais tout le reste, quand on est dans une situation, quand on traverse une situation aussi émotionnelle, comme ça peut être une tromperie, un cœur Mmh. brisé, etc., ça va passer. C'est aussi la beauté de l'humain, c'est que on a beaucoup d'expériences, on est aussi entouré d'autres personnes et ça va passer. Ce sont des expériences qui sont souvent partagées, mais qui passent, en fait. Le bon, ça nous fait apprécier et profiter et savourer encore plus le bon, mais Mmh. ça nous fait aussi, ça nous rappelle que ces épreuves qu'on est en train d'endurer, elles vont finir. À un moment, ça va passer. Et donc ça, c'est par exemple un enseignement qu'on peut retirer si on est comme malheureusement Shakira face à une tromperie, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer, se dire que ça va passer. Ça va passer. Exactement. Exactement. Ce sont des petites vagues. C'est aussi, on va en parler, ce que nous disent, là pour le coup, ils le font à Oui. l'extrême, les traditions bouddhiques. Et Mais justement, si tu veux nous en parler, tu ouais! Oui, alors c'est un des points essentiels qui va distinguer justement les 2, les traditions hindoues des traditions bouddhiques. C'est-à-dire que pour les traditions hindoues, il y a, un peu comme ce lac à la surface, beaucoup de choses qui changent, le lac est très perturbé par les éléments, mais au fond, le lac est imperturbable. Au Mmh. fond, voilà, il y a quelque chose qui demeure, immuable. Et de l'autre côté, les traditions bouddhiques vont nous dire quoi? Tout est changement. Il n'y a Eh pas oui. cette chose qu'on appelle Atman et Brahman, ça Mmh. n'existe pas. Tout est changement. Ça peut donner un petit peu le vertige, et c'est complètement normal, mais ça nous rappelle peut-être que, bah voilà, tout est en permanence, tout passe. Il y a pas de soi. Dans ce sens-là, la Shakira que j'adorais il y a 10 ans n'existe plus. Oui, Il bien n'y a que sûr. la Shakira qui existe aujourd'hui à cet instant T. Et quand tu disais: «J'ai été déçue de Shakira». Mais non, mais c'est je trouve que c'est intéressant parce que finalement, c'est la première réaction et la première réaction, elle a l enfin, entre guillemets, j'allais dire, elle a le droit d'être comme elle est. Je pense que la première réaction, elle est entre guillemets «épidermique» et c'est après ce qu'on en fait. Du coup, je pense Mmh pas que mh. tu sois restée dans cette déception. Non, 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 complètement. Mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant quand on est face à des réactions très émotionnelles, les autres sont toujours un miroir. Chacun, elle me Tout à connaît pas, elle fait. me calcule pas en fait. Mais pourtant, elle génère des choses en moi. Pourquoi? Parce que je m'identifie, comme tu le disais, tu t'identifies avec les autres. C'est ça qui va faire que parfois on est connecté à des personnes. Mais les autres sont finalement
presque toujours un miroir de nous-mêmes. Il nous renvoie toujours vers cette partie de nous qui nous dérange, qu'on aime, au contraire. Et Mmh. donc, je pense que ma déception sur Shakira, c'était c'était Shakira qui agissait comme un miroir, parce que moi, je suis dans une relation depuis très longtemps. Peut-être que moi, quand j'ai vu cette chanson, je me suis dit, ah là là, mais moi, j'aurais pas du tout agi pareil. Et donc, du coup, je me mets pendant l'instant de quelques secondes dans une strate éthique plus élevée et je juge Shakira parce que, voilà, j'ai pas été dans cette position et donc du coup, mais si moi j'avais eu exactement la même chose, j'aurais géré différemment. Mais soyons honnêtes, une fois qu'on est là, peut-être que ce sont des trucs en fait qu'il faut que je travaille parce que ça me génère, comme tu dis, une réaction épidermique et c'est quelque chose en fait qui nous indique ce qu'il faut travailler aussi à l'intérieur de nous, un petit peu comme les postures de yoga. On est face au Bien déséquilibre et si on sûr. s'énerve, pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Qu'est-ce Mmh. qui me dérange dans l'instabilité? Ou Mmh. qu'est-ce qui me fait peur? Ou voilà, ce sont des choses en fait qui, voilà, en fait, et je pense aussi qu'il y a eu dans cette déception cette histoire de j'ai l'impression qu'on a grandi ensemble avec Shakira et là j'ai l'impression qu'on s'éloigne et donc du coup ça me fait de la peine et c'est ça C'est qui est trop normal. marrant. Mais oui, enfin, c'est marrant et à la fois, j'ai envie de dire, c'est normal et c'est vrai que moi, je me fais cette réflexion depuis enfin, depuis que j'ai 30 ans. Non, mais vraiment, il y a eu un avant et un après 30 ans, c'est idiot, hein. Mais c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à 20 ans, il y a une c'est qui dit: «On est trop sérieux quand on a 17 ans»? Je crois que c'est un écrivain, je sais plus. Enfin, il y a un Je sais écrivain pas. illustre dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, qui dit: «On est trop sérieux quand on a 17 ans» et j'ai l'impression que voilà, quand on est à cette époque-là, à la vingtaine, quand on se construit, on est en construction un petit peu de notre identité et je pense que toutes les relations qu'on a à cette période, qu'elles soient amicales, qu'elles soient, «virtuelles» entre guillemets avec un chanteur, un artiste ou quoi, bah, en fait, elles ont une importance tellement grande parce que limite, bah, en fait, on s'est un peu construit avec eux et là, on revient sur l'impermanence et en fait, c'est hyper difficile d'accepter cette impermanence. Là, on en parle, on est tranquillement assises, on a notre petit thé, tout va bien, mais qu'est-ce que c'est difficile comment dire? De l'incarner. Ah non, mais complètement, hein, il faut se marteler ça et surtout dans des périodes de turbulence, c'est difficile, hein, de prendre de la Mmh. hauteur, de se dire: «En fait, tout va bien», de respirer un bon coup. Non, parfois, il y a vraiment des réactions qu'on va avoir, rapidement, avant même qu'on puisse respirer. Donc ça Ouais. aussi, ça fait partie des choses, heu, qu'il faut explorer. Faut pas se voiler la face, du fait que Non, ça existe et voilà et que ça fait partie de nous. c'est ça et tu parlais du non-jugement aussi et je pense que c'est difficile et comme tu le disais, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans la situation et comme chaque situation est différente, on sera jamais dans exactement la même situation. En fait, c'est hyper difficile de pas juger et à la fois, très souvent, la première réaction, parce qu'elle est due à plein de raisons différentes, souvent c'est le jugement. C'est vrai que, tu sais, nous, on nous enfin, comment dire? On nous en parle énormément par rapport à notre future place de thérapeute et cetera. Bah, on peut pas être dans le jugement. Tu vois, éthiquement, déontologiquement, on peut pas, juger, un patient. Mais très souvent et j'avais un camarade de classe qui me disait ça, c'est que très souvent, en fait, bah, en fait, tu vas être dans le jugement. C'est-à-dire que la première réaction va être dans le jugement, mais qu'ensuite, c'est qu'est-ce que tu fais de ça? C'est-à-dire, est-ce que tu accordes de l'importance? Est-ce que tu construis ta relation sur ça? Est-ce que tu t'en détaches? Finalement, c'est ça qui est important. C'est vrai que parfois, on a envie d'avoir une réaction immédiate parfaite, mais c'est «parfaite» entre guillemets, hein, bien sûr, mais c'est juste, je pense, impossible. Non, c'est pas effectivement et c'est d'ailleurs quelque chose que j'en parlais avec mon psy, il y a même pas 2 semaines, justement de ça, de ces réactions en fait, à chaud parfois, Ouais. qu'on fait et même après coup, on se dit: «Mais pourquoi j'ai réagi comme ça?» Enfin, il y a une espèce d'instinct qui sort et il m'expliquait un petit peu ça, ce parcours un petit peu programmé, ces programmations qu'on a et et qu'on peut pas forcément tout contrôler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer et que donc du coup, c'est Oui, oui. l'excuse parfaite Non, mais pour, voilà: «Non, mais j'agis comme ça, c'est comme ça». Non, ouais. non, l'idée justement, c'est de se dire: «OK, maintenant je suis consciente que je réagis comme ça. Petit à petit, essayons d'aller, vers l'intérieur, essayons de décortiquer tout cela pour que ça n'arrive plus» et c'est pour ça que justement, quand on parle de tromperie, est-ce qu'on nous trompe ou est-ce qu'on se trompe soi-même? Parce Oui. que
À Mmh. partir du moment où on fait une erreur répétée, souvent, et encore une fois, c'est pas du tout du jugement pour Shakira parce que voilà, comme tu disais, c'est sa vie, on n'était pas là et donc du coup, chaque parcours est différent. Se mettre à la place de l'autre, c'est impossible. Mais je pense que quand il y a ce type de choses qui reviennent, il y a aussi ce discernement qu'il faut cultiver, cette chose en fait de savoir qui nous permet que déjà de un, quand on juge, peut-être qu'on est en train de renvoyer des trucs sur nous, on est en train de projeter des trucs des autres sur nous, ou les autres projettent leurs choses sur nous. Mais il y a de ça, et il y a aussi le fait avoir un petit peu ce courage, et je pense que c'est pour ça que le yoga c'est aussi intéressant, le courage de se regarder et de se Mmh. dire ouais, là j'ai fait et c'était pas bien, ou là j'ai pas fait et c'est ok, et au final on se détache du résultat, mais de se regarder vraiment dans la glace et commencer à faire tout ce travail de discernement. Il y a dans les commentaires des Yoga Sutras de Patanjali cette analogie qui nous dit que quand on n'a pas justement de discernement, si on se balade dans la nuit, on va voir une corde et on va penser tout de suite que c'est un serpent, et donc du coup on va réagir comme si c'était un serpent alors qu'il s'agit d'une simple corde. C'est un petit peu ça en fait. C'est pas toujours facile. Parfois on tatillonne, on n'est pas forcément, on n'a pas forcément la clarté d'esprit pour réagir, respirer, voir que c'est une corde, ne pas, on va penser que c'est un serpent et on va sauter. Mais le travail, c'est justement de cultiver ce discernement qui petit à petit va nous dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une corde? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce qu'il faut que je cours? Si oui, bah cours. Mmh. mais, Ouais. euh, mais peut-être que et la plupart du temps, en fait, ce sont des cordes, ce ne sont pas des serpents. Mmh. Mais c'est très juste, hein, tout ce que tu dis là et c'est vrai que ce discernement, c'est tellement inconfortable. Enfin, moi, je me souviens, je crois que c'était l'année passée, j'ai fait un truc qui était pas cool, en fait, en cours et ensuite je suis allée présenter mes excuses, aux personnes, bon, évidemment, c'était pas énorme, mais voilà, je suis allée présenter mes excuses et ça a été tellement compliqué. C'est-à-dire que je me rappelle vraiment, je sentais dans mon corps, enfin c'était, c'était pas confortable. Mais en fait, ça m'a tellement libérée ensuite et j'aimerais, hein, à chaque fois que je fais un truc, pas forcément très bien, arriver à trouver le courage de faire preuve de discernement rapidement, d'aller m'excuser. Parfois j'y arrive pas. Mais je me suis rendu compte que cette fois-ci, où je m'en souviens bien, où j'ai réussi à aller voir les personnes et dire: «Bah, je suis désolée, j'avais dit que je passerais, je suis pas passée, désolée, ça nous a demandé du travail en plus». Qu'est-ce que j'étais pas bien, mais à la fois, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'est-à-dire qu'accepter cet inconfort pour finalement arriver à une phase en fait, je me suis sentie, comme après la tempête, beaucoup plus apaisée. Comme quand tu pleures beaucoup et que ça Mmh. sort et à la fin, tu as une espèce de mais Ouais. qui te libère. Oui, c'est vrai, hein, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de se regarder et de se dire, «Ouais, je suis comme ça». Mais mais pourtant, Non, c'est mais hyper c'est sûr. précieux. Mais il y avait un livre qu'on a adoré toutes les 2, qui était recommandé dans la formation de Jason Kandal, Le cerveau de Bouddha, qui aborde un petit peu tout ce dont on vient de parler, alors de façon différente, hein, bien sûr, mais hyper intéressant, hyper porteur aussi. Enfin moi cette image de la flèche, c'est la première flèche, bon bah, elle est obligatoire, c'est-à-dire la souffrance. Tu vas être face à des choses qui te font souffrir, mais après c'est à toi de voir. Est-ce que tu en prends d'autres ou est-ce que tu passes? Exactement, exactement. Mais oui, parce que effectivement, parfois, c'est juste une flèche, et nous, tout seuls, on a cette capacité incroyable en tant qu'humain de générer des nouvelles flèches, Ouais, ou d'aller aller plus loin dans la l'utiliser blessure. encore plus. Enfin C'est ça. l'enfoncer. C'est ça, alors que parfois c'est juste une flèche. C'est ça. Et oui, ça fait mal. Oui, bon, ben, c'est embêtant sur le coup, mais il suffit qu'on agisse calmement Mmh mh. calmement, et avec discernement, enfin voilà, Oui, pour enlever la flèche, et enfin de façon appropriée. Moi, si ouais, c'est pas calmement, c'est des façons ah appropriées. oui, Parce que parfois justement, on va en parler. oui. Parfois la façon d'agir de façon appropriée, c'est de se mettre en colère C'est de peut-être. s'énerver et justement, on voulait commencer à terminer un petit peu cet épisode là-dessus, en se demandant: «Est-ce que si je m'énerve, c'est grave?» Non. Laura, est-ce que Non. tu voilà, merci. Non, mais c'est vrai que c'est pas grave, en fait. Enfin, tout dépend comment c'est fait, encore une fois, mais je trouve que la colère,
il y a une énergie qui est intéressante dans la colère et je pense que C'est ça. parfois on associe beaucoup colère à violence, agressivité, alors que parfois on peut avoir une colère, pas forcément qui est saine, mais une colère qui est génératrice d'énergie. Oui, complètement et c'est ce que tu dis, c'est qu'est-ce que nous apprend la colère? Très souvent, derrière la colère, il y a un sentiment d'injustice. Mmh mh. Et je pense que si, dans notre histoire de l'humanité, s'il n'y avait pas eu des personnes qui s'étaient mis en colère pour Oui. des raisons qui étaient injustes, il y aurait beaucoup de choses, en fait, aujourd'hui qui ne nous plairaient pas énormément. Non, mais c'est Donc clair. donc la colère, parfois, elle est nécessaire. Il y a d'ailleurs une anecdote qui raconte, Nelson Mandela, un jour, il était avec un groupe d'amis et je ne sais plus quelle était la situation et j'aurais dû chercher, cette anecdote avant, désolée. Mais à un moment, il y avait quelqu'un qui était en train de les traiter, soit ils étaient en train de passer pour un événement ou quelqu'un de les, ils s'attendaient à un service et cette personne ne prêtait pas attention à eux, enfin peu importe. À un moment, Nelson Mandela a dû se mettre en colère pour se faire écouter parce qu'effectivement, la façon dont il s'était traité n'était pas juste. Mmh mh. Et juste après, il a réussi à devenir normal. Enfin voilà, la colère ne l'a pas atteint. Il s'est pas identifié avec la colère. Il n'est pas Ouais. devenu la colère, Mmh mh. mais la colère a aidé à résoudre un problème d'injustice. Mais je pense que c'est hyper important ce que tu viens de dire, il s'est pas identifié à la colère et l'importance aussi d'essayer de garder cette distance à travers à la fois nos émotions et à la fois, je pense, aussi nos expériences. C'est-à-dire qu'il y Mm. a notre identité, mais il faut enfin, ça c'est si ça vous intéresse, je trouve que les écrits de Krishnamurti à ce sujet et aussi il y a des vidéos de lui qui sont intéressantes. C'est assez, ça pousse à la réflexion. Je dis pas que c'est simple après, hein, enfin moi j'allais dire je comprends rien. Non, j'essaie de comprendre certaines choses, mais je pense que voilà, il y a encore, du travail pour tout comprendre. Mais il y a cette histoire de au plus enfin comment dire? Au plus au cercle d'identification est grande, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Laura, quand tu disais, oui, il faut pas rester à dire: «Bah, je suis comme ça et c'est comme ça». Cette espèce de fatalité qui parfois, c'est une des chaînes en fait qu'on s'auto-met et Mm. qui peuvent être très lourdes à porter. Oui, complètement et pire qui peut nous mettre dans un rôle de victime où on subit C'est ça. tout ce qui nous arrive et donc du coup on n'est plus acteur et on devient un petit peu aussi esclave de ce qui se passe et c'est pas chouette, enfin ni pour nous ni pour les autres. De la même façon, je pense que quand on est en colère, si on est en colère, on peut se demander qu'est-ce qui nous paraît pas juste et Mmh mh. pourquoi est-ce qu'il y a ça? Est-ce que par exemple, dans le cas de Shakira, pourquoi est-ce qu'on est en colère? Est-ce que c'est parce que ça nous paraît pas juste qu'elle fasse ceci? Est-ce que c'est parce que il y a une, une question de justice par rapport aux enfants? Est-ce que c'est par rapport à nous? Est-ce que nous, Mmh. on serait capable de faire la même chose qu'elle? Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, à décortiquer, à aller voir derrière toutes ces émotions qui apparaissent. Mmh. Non, mais c'est tellement vrai et c'est vrai qu'il y a une différence entre, comment dire? Arriver à être calme ou arriver à gérer ses relations, voilà, de la façon la plus appropriée possible. Je trouve que c'est un très bon terme et se faire littéralement marcher dessus. C'est vrai que parfois s'il y a un comportement moi ça m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, comportement qui est pas du tout correct et qui se répète, mais en fait on peut pas juste rester là à être calme et moi je me souviens j'avais un peu haussé la voix, je m'étais un peu énervée pour juste mettre les points sur les i et la personne m'avait dit après: «Je t'avais jamais vu en colère, ça m'a vraiment surpris». Bah ouais, mais à un moment on peut pas enfin on peut pas toujours être calme. Si on essaie d'être calme, de dire les choses avec beaucoup de sollicitude, de compréhension et qu'à un moment le message ne passe pas, bah, parfois en fait l'avantage de la colère et c'est terrible, hein, mais c'est que ça permet de faire passer parfois un message. Oui, oui, complètement. Ça permet de poser ses limites, en fait. Exactement et cette notion de limite, je trouve qu'elle est super importante parce que quand on connaît pas nos limites et là on revient un petit peu sur la compréhension, connaissance de soi et cetera. Bah, en fait, ça peut être très, très compliqué, les relations avec les autres et moi, je m'en rends compte. Moi, je suis pas très bonne, hein, pour me poser des limites et c'est vrai que c'est quelque chose, je me dis: «Mais parfois, elle est où ma limite?» et c'est compliqué, hein. Je trouve que c'est compliqué à déterminer. Ah, mais c'est très compliqué, mais c'est vrai que comme tu dis, même parfois quand on met des limites, si au bout d'un moment la limite n'est pas respectée, parfois on peut enfin c'est un recours, enfin le plus idéal, ça serait de dire: «Bah, voilà, si la limite n'est pas respectée, la conséquence sera celle-ci». Mmh mh. Dans la vraie vie, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Il y a Carrément.
voilà, donc voilà, la colère, c'est comme tu dis, c'est une ressource, c'est un outil, c'est pas pour rien que ça fait partie de notre répertoire d'émotions, Mmh. de notre répertoire humain. Mais effectivement, la colère, parfois nécessaire. De toute façon, moi, je pense que parfois je le pousse un petit peu trop à l'extrême, mais dans la plupart du cas, ce n'est pas grave. Dans la plupart du temps, rien n'est grave, en fait, quand on y pense. Mais c'est un peu, enfin, entre guillemets, j'allais dire: «C'est un peu vrai». Oui, c'est totalement vrai. Après, c'est juste que parfois, on va réagir, voilà, de manière un peu épidermique. Puis après, c'est avoir ce temps, en fait, de petit recul, faire un petit pas de côté, dire: «OK, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais un grand cas? Est-ce que j'en fais pas un grand C'est cas, je ça, laisse passer?» choisir ses batailles. Ouais. Exactement. Ah, mais de toute façon, on peut pas se battre contre tout et je pense même que c'est pas productif, en fait. Enfin, je pense que parfois il y a, comment dire? Il y a un cycle aussi de l'indignation. Il faut sans cesse être indigné pour tout et n'importe quoi. Après, peut-être que comme toi aussi, parfois, je pense que je suis un peu trop laxiste. C'est pas forcément bon non plus, mais tu vois, c'est vrai que parfois il y a des choses où je me dis: «Oui, je suis pas d'accord avec ça, mais je suis pas certaine que ça vale la peine» entre guillemets de hurler, de crier, «Mon Dieu, c'est affreux, regardez ça, c'est pas bien». Parfois aussi, se poser la question et tu l'as très bien dit, très bien décrit, qui je suis finalement? Pour juger, pour critiquer, qu'est-ce que je fais? Et parfois je pense, en tout cas moi c'est ma réflexion depuis fin 2022, mais je pense que parfois en fait c'est plus productif de réfléchir sur, entre guillemets, «soi», sur ses relations aux autres, vraiment, plutôt que de tout le temps chercher à l'extérieur en fait quelque chose, une bataille à mener. Complètement. Au final, la seule chose qu'on va connaître réellement, c'est nous. Donc heu, donc Et oui, ça prendra plusieurs vies comme les chats. exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Laura, sur, sur ce sujet? Sur ce sujet passionnant, bah, allez écouter la chanson de Shakira. Je pense que maintenant vous pouvez traduire les paroles, comme ça vous nous direz ce que vous en pensez. Mais surtout, allez écouter ces anciennes, chansons qui sont juste magnifiques au niveau des paroles. Non mais voilà, lisez la Bhagavad Gita si vous n'avez pas encore lu. C'est vraiment un texte qui est Mmh, passionnant, qui est intéressant et Le cerveau du Bouddha, ouais. qui voilà, que toi et moi, nous adorons. Mmh mh. C'est vraiment un livre très intéressant. Et voilà, pour cette Saint-Valentin, si vous avez le cœur brisé, sachez que this too shall pass, ça va passer. Et Mmh. voilà, on pense à vous. Voilà. Mais vous pouvez être en colère aussi. Oui, Écrivez une chanson, mais après ce qu'elle a fait, finalement, elle a transformé. Transformé son énergie et peut-être que c'était pas si mal que ça. non mais voilà, mais complètement. Mais de toute façon, pas très souvent, l'art, c'est ça, hein. C'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup Laura pour, bah, d'avoir accepté cette, discussion un petit peu différente de d'habitude. merci à toi. Attends, quand tu veux pour parler de Shakira. Le jour où je peux quand même raconter ça parce que c'est mignon. Quand j'ai eu cette idée, ah oui, en fait, tout était rigolo. Moi, j'étais en train de réviser mes cours qui étaient pas très cool sur la législation, en plein mémoire et tout. Donc vraiment, mes journées, ma tête, c'était une grosse pastèque et j'en avais marre, j'en avais marre, j'en avais marre et puis à un moment, je pense à Shakira et puis je dis: «Bon allez, faisons un podcast avec Laura». Vous savez, quand on fait des choses, on se dit: «Bon, on aimerait faire autre chose», bah là, c'est là, on a des éclairs de de génie, j'irai pas jusque-là. Mais c'est qu'on a des idées et tout. Donc là, tout de suite, j'envoie un petit message, à Laura et on a du décalage horaire vu que là, tu es au Mexique en ce moment et je sais pas, je crois que c'est tombé à un moment où tu étais dans tes heures de réveil. Enfin, je crois que c'était bon et là, tout de suite, j'ai un message. En fait, moi, j'avais pris des pincettes, j'avais dit: «Moi, surtout, voilà, tu peux dire non, c'est un peu bizarre comme invitation» et vraiment, tu as été tellement enthousiaste que rien que pour ça, il fallait faire cet épisode. Il fallait le faire et tout s'est aligné avec la Saint-Valentin et tout donc bah, du coup ça tombe super bien. Merci beaucoup pour l'invitation, merci d'avoir eu cette idée, c'était hyper chouette. Merci à toi, merci à vous pour votre écoute. Si vous avez la moindre question par rapport à Yoga Mon Amour, vous savez très bien que Laura et moi sommes là pour vous accompagner. Et en attendant de vous retrouver très bientôt avec Laura ou
peut-être avec quelqu'un d'autre, vous le verrez. On vous dit à bientôt! À très bientôt, bye bye.